Donc j'ai le plaisir, hein, on en a parlé hier, donc depuis 2 jours, les collègues de Sciences Po Ex sont là pour qu'on travaille sur les perspectives de coopération commune. Et on en a profité pour demander au professeur André Cartapanis, qui est professeur d'économie à Sciences Po Ex, et qui est aussi le- disons le patron actuel du jury d'agrég d'économie en France. Il est aussi l'un des fondateurs du Cercle des économistes, qui est une des instances de réflexion pointue sur l'économie mondiale. C'est un spécialiste de l'économie euh, politique internationale et un grand nom de l'économie. Donc je le remercie d'avoir, après 6 heures de travail dans la journée, d'accepter de nous faire une conférence sur la thématique de la globalisation. Et vraiment, je le remercie beaucoup d'avoir accepté de nous donner de son temps pour à la fois les étudiants de l'EGE, mais aussi pour ses invités. Donc je lui donne la parole. Merci beaucoup, monsieur le directeur et cher Mohamed. Alors, c'est avec plaisir, hein, bien sûr, que j'intervienne devant vous pour vous parler pendant une petite heure, hein, tout au plus, de la globalisation financière. Et à titre d'avant-propos, je voudrais mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, la globalisation financière, comme la finance en général, a plutôt mauvaise presse. Parce qu'on l'accuse de pas mal d'inconvénients, de maux, de dysfonctionnements. Elle serait à l'origine du déclenchement de crises financières à répétition. On y verrait également le lieu de captation de rentes injustifiées de la part d'opérateurs, quelquefois qualifiés de spéculateurs internationaux. On est tous conscients également que la globalisation financière impose des contraintes vis-à-vis des États, notamment en exigeant des primes de risque très élevées. On l'a vu malheureusement en Europe au plus fort de la crise de la zone euro et donc entre 2010 et 2011. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie aujourd'hui qu'il y ait une sorte de nouveau logiciel qui se soit imposé au sein de la communauté internationale, en particulier au sein du G20, avec la thématique des nouvelles régulations internationales, de nature à peut-être permettre de mieux maîtriser un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été observés depuis quelques années. Alors, le paradoxe, c'est qu'il y a une trentaine d'années, lorsque ce processus a été engagé, eh bien, la globalisation, du point de vue des activités financières, était présentée, au contraire, comme étant empreinte de très nombreux attraits, de très nombreux avantages. Beaucoup y voyaient une solution miracle au blocage du développement, notamment dans des pays qui étaient caractérisés par une pénurie d'épargne. On y voyait aussi le moyen de réduire les contraintes de balance des paiements et donc de donner des marges d'autonomie accrues pour les États en matière de politique macroéconomique. D'autres aussi y voyaient le vecteur d'une discipline accrue pour les intermédiaires financiers, compte tenu de l'élargissement des marchés et des exigences que les marchés peuvent finalement imposer aux États, mais également aux intermédiaires financiers. Alors la réalité est sans doute un peu plus complexe. Mon point de vue est que la globalisation financière ne mérite per se, intrinsèquement, ni excès d'honneur, ni excès d'indignité. Parce que, après tout, c'est grâce à la globalisation financière que depuis une vingtaine d'années, la croissance a été maintenue dans un certain nombre de pays développés, malgré des difficultés intrinsèques, malgré de nombreux déficits. Pensons au déficit budgétaire américain. Et cela, en même temps, n'a pas été soldé, n'a pas été sanctionné par une recrudescence de l'inflation, qui a été très très bien maîtrisée. C'est ce que les économistes appellent la grande modération, c'est-à-dire une configuration macroéconomique au plan mondial où la croissance a été relativement soutenue et l'inflation a été maîtrisée. Mais en même temps, à l'évidence, la globalisation financière est porteuse de nombreux risques, et ces risques ont été dramatiquement sous-estimés.
parce que la liquidité mondiale est devenue incontrôlée, notamment dans la seconde moitié des années 2000, sont apparues de nombreuses bulles, c'est-à-dire d'écarts des prix sur des marchés d'actifs vis-à-vis de leur valeur fondamentale, et puis également parce que les crises ont été légion, elles se sont multipliées jusqu'à la grande crise qui évidemment démarre aux États-Unis. De la même manière, toujours dans ce bilan un petit peu partagé d'entrée de jeu, à titre d'avant-propos, il est frappant de constater que la carte des mouvements de capitaux n'a pas réellement correspondu à ce que l'on pouvait attendre. Je vais y revenir tout de suite, mais on attendait que la globalisation financière rende possible un financement accru, facilité, pour les pays du Sud. En réalité, aujourd'hui, on a une carte inverse. Ce sont les pays du Sud qui financent les pays du Nord. Et donc, on a là aussi quelque chose qui ne permet pas de trancher quand on fait le bilan, d'autant qu'en dernier lieu, l'hypothèse selon laquelle la globalisation financière était de nature à accroître le taux de croissance dans les pays du Sud est une hypothèse qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure pourquoi. Alors, du coup, ma thématique, c'est celui des paradoxes de la globalisation financière. Alors, vous savez qu'en français, on parle de paradoxe lorsque des phénomènes sont jugés contraires à l'intuition, ou bien lorsque divers phénomènes se conjuguent de façon indue, de façon finalement imprévue. Dans le domaine de l'économie, le sens des paradoxes est un petit peu différent, puisque les économistes ont tendance à parler de paradoxes lorsque leurs prédictions s'avèrent fausses. Alors c'est évidemment plus élégant que de parler d'erreurs, mais il y a de nombreux paradoxes, adossés d'ailleurs à tel ou tel auteur, qui sont bien souvent mis en avant, et donc je voudrais un peu dresser, je l'espère, un tableau équilibré de ces paradoxes, de la globalisation financière, et je voudrais le faire du coup en 3 temps. D'abord peut-être revenir sur la caractérisation de la globalisation financière, de quoi parlons-nous, comment peut-on l'exhiber, la mesurer, j'aurai quelques illustrations graphiques pour en rendre compte. Second temps, quels étaient les bénéfices que l'on pouvait attendre de la globalisation financière, en tout cas en théorie, et c'est ce qui a justifié que politiquement ait été embrayé ce processus depuis 20 ou 30 ans. Et puis, je terminerai évidemment avec la mise en avant de ce que sont ces paradoxes. Alors, premier point, de quoi parlons-nous lorsque nous évoquons ce phénomène de globalisation financière? À l'évidence, le phénomène est multiforme. D'abord, on peut parler d'un processus d'intégration des activités financières qui désormais sont d'entrée de jeu définies avec des opérateurs, avec des marchés qui fonctionnent à l'échelle globale. Et donc il y a une intégration, il y a une interconnexion, tant des décisions que des modes d'équilibre ou d'ajustement sur les marchés financiers, marché d'échange évidemment, marché obligataire, marché actions, que l'on repère évidemment par les corrélations quant à l'évolution des dynamiques de prix sur ces divers types de marchés. Il y a également globalisation au niveau des intermédiaires eux-mêmes, au sens où les acteurs qui interviennent sur les grands marchés désormais mondiaux sont de plus en plus des acteurs globaux, qui ne peuvent pas être considérés comme des acteurs nationaux ouverts sur l'extérieur, mais qui fonctionnent d'entrée de jeu à l'échelle globale. Pensons aux banques. Nous sommes en présence aujourd'hui de mégabanques, de banques globales. Pensons à toute la litanie des fonds, les fonds souverains, les fonds de pension, les hedge funds, donc tout un ensemble d'opérateurs qui désormais fonctionnent d'entrée de jeu à l'échelle globale. Troisième façon également de définir la globalisation financière sous l'angle de l'intégration, c'est l'idée selon laquelle aujourd'hui, dans les échanges internationaux, la dimension financière est devenue prépondérante. Donc là, on entre dans le rapport entre le poids de la dimension commerciale et le poids de la dimension financière, c'est-à-dire les transferts d'épargne à l'échelle internationale. Il y a une vingtaine d'années, pour ne prendre qu'un seul pays comme exemple, le cas de la France, lorsqu'on utilisait la balance des paiements pour voir quelle était la part respective des opérations dites réelles de commerce, de biens, de services,
Et puis les opérations financières, en gros, on avait de l'ordre de 75% de l'ensemble des flux qui relevaient d'une dynamique réelle et de l'ordre simplement de 25% qui relevaient d'une dynamique financière. Aujourd'hui, on est allé bien au-delà de l'inversion. Dans une balance des paiements pour un pays comme la France, les opérations réelles qui prennent la forme de transactions commerciales ne pèsent que de l'ordre de 4 à 5%. Et donc 90% des échanges aujourd'hui sont des échanges qui sont de caractère financier. Alors on a pas mal de marqueurs qui permettent de le mesurer. J'aurai tout à l'heure quelques exemples à vous donner. Deuxième volet dans la définition, dans la caractérisation de la globalisation, c'est un changement de logique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui aujourd'hui ne se déterminent plus du tout à l'échelle nationale, mais obéissent à des forces, à des dynamiques qui s'expriment à l'échelle globale. Premier exemple, c'est le fameux équilibre entre l'épargne et l'investissement. Tous les étudiants en sciences économiques ont appris en première année que l'équilibre macroéconomique se caractérise par l'égalité entre l'épargne et l'investissement à l'échelle nationale, et que les légers désajustements doivent faire l'objet d'un processus ou bien discrétionnaire ou bien automatique de modulation. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. L'équilibre épargne-investissement est de caractère mondial. Et donc c'est à cette échelle que cet équilibre va se réaliser et que par voie de conséquence, la fixation des taux d'intérêt va être impulsée dans chacun des pays par des forces qui les dépassent, qui prennent racine à l'échelle globale. De même, le comportement des banques, j'ai indiqué à l'instant que leur taille avait beaucoup évolué, mais l'action même d'intermédiation bancaire pour les grandes banques se définit d'entrée de jeu à l'échelle globale, autant du côté de leurs ressources, et donc à la fois des dépôts et puis des fonds que les banques lèvent sur les marchés, que du côté de leurs affectations, donc de leurs emplois, des crédits pour une part essentielle. Cela se définit à l'échelle globale. Et le changement de logique apparaît également dans le fait que les politiques économiques deviennent de plus en plus dépendantes de ce qui se passe à l'échelle globale, même dans le cas des États-Unis, dont l'indépendance est devenue relative vis-à-vis de ce que sont ces forces à l'échelle globale. Alors pourquoi cette globalisation financière est-elle intervenue ? Il y a des causes multiples qui peuvent l'expliquer. D'abord, il y a des causes politiques. La globalisation financière et la matérialisation dans le domaine financier de la contre-révolution libérale qui démarre au début des années 80, dans le cas britannique, dans le cas américain, qui va s'étendre, y compris en Europe, les pays émergents réagissant avec un petit décalage, car c'est principalement dans les années 80-90, mais surtout 90, que la globalisation va s'exprimer parmi les pays émergents. La forme que cela a pu prendre est tout bêtement la déréglementation, la libéralisation du point de vue de leur ouverture sur l'extérieur de tout un ensemble de marchés, mais ça a été accentué aussi par des impulsions issues des marchés eux-mêmes avec des vagues d'innovation. Vagues d'innovation rendues possibles par les progrès en matière électronique, en matière de transfert de l'information, vagues d'innovation également issues de ce qui étaient les capacités de calcul des opérateurs, autant d'éléments qui ont rendu possible cette interconnexion, cet avènement d'une interdépendance de plus en plus marquée des divers types de marchés, et donc il y a aussi des processus d'innovation. Enfin, parmi les facteurs qui expliquent la vague de globalisation financière qui démarre dans les années 80-90, il y a aussi des raisons macroéconomiques. Car c'est une période, surtout à partir du début des années 80, où d'énormes déséquilibres de balance des paiements vont apparaître, notamment en réponse aux deux chocs pétroliers successifs, et donc vont donner naissance à des capacités d'épargne qui ne pouvaient pas être investies dans les pays qui disposaient de ces ressources, notamment en matière pétrolière, et donc ces excédents pétroliers vont faire l'objet de recyclage, vont faire l'objet d'une affectation à l'échelle globale, et ont en quelque sorte nécessité que les marchés deviennent plus profonds, deviennent plus larges, afin de pouvoir réaliser cette intermédiation des excédents pétroliers d'un certain nombre de pays.
Il faut enfin noter, toujours à titre de présentation de départ, sur la caractérisation du phénomène, que les choses se sont beaucoup accentuées dans les années 2000. Les années 2000 marquent à l'évidence une nouvelle étape dans la globalisation financière. Et il y a une nouvelle étape à la fois sur le plan quantitatif, c'est-à-dire que l'ampleur des mouvements de capitaux, l'ampleur de l'écart entre les activités financières et les activités réelles, tout cela va vraiment s'accentuer au cours de cette période. Mais il y a également des changements du point de vue de la structure même de la globalisation financière, transitant par les mouvements de capitaux. On évoque souvent, à propos de la globalisation, deux grandes périodes. On parle de la première globalisation, pour la période qui en gros va des années 1860 jusqu'au début de la guerre de 1914. Et cette première globalisation, qui a été de très vaste ampleur, s'est principalement incarnée dans des transferts de capitaux à long terme, notamment sous la forme d'investissements directs, et donc avec une dimension certes financière, mais impulsée par des déterminants réels, des écarts de profit ou bien des décisions de firmes qui durablement allaient s'implanter dans des pays lointains. Aujourd'hui, on est dans une caractérisation tout à fait différente parce qu'il y a une vraie dominante des mouvements de capitaux bancaires. Les mouvements de capitaux bancaires ont beaucoup augmenté pendant la période des années 2000. Et évidemment, les mouvements de capitaux bancaires représentent une caractéristique par rapport aux mouvements de capitaux à long terme, c'est qu'ils sont beaucoup plus volatiles. Il y a une sorte de réversibilité toujours possible, et évidemment, on voit bien là le lien qu'il peut y avoir entre les flux bancaires internationaux et puis le déclenchement de crises qui vont se multiplier. Il faut ici noter que pendant les années 80, on est vraiment dans les années 2000, on est vraiment dans des ordres de grandeur en termes de progression tout à fait considérables. Multiplication par 2, multiplication par 3 de la taille des mouvements de capitaux bancaires par rapport à ce que nous connaissions au début de la décennie. Et donc, il est clair que beaucoup y ont vu des éléments positifs. Souvenons-nous ce que j'avais évoqué au départ sur les bienfaits qui pouvaient être attendus, mais en réalité, il y avait en quelque sorte des vices cachés, ou bien des failles, ou bien des risques qui accompagnaient cette extension de la finance. Alors, je voudrais, dans un premier temps, sur ce premier point, illustrer quelque peu mon propos avec quelques faits stylisés, un certain nombre de données de nature à conforter les quelques hypothèses que je viens de formuler. Vous avez sur ce premier graphique la taille des mouvements de capitaux bruts à l'échelle mondiale, exprimée en pourcentage du PIB mondial, et donc de la richesse mondiale qui est créée au cours d'une seule année. On observe qu'en 2001-2002, on était aux alentours de 10% de la masse de mouvements de capitaux qui circulaient à l'échelle mondiale, et vous observez que juste avant la crise, en 2007, on est passé à 30%. Et donc on a une multiplication par 3 de l'ampleur exprimée en fonction du PIB réel de cette circulation des mouvements de capitaux et donc des flux d'épargne. Et point également qu'il faut souligner, c'est principalement du côté des pays développés que cela s'est opéré. On a souvent en tête qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'intermédiation mondiale, elle se fait entre la Chine et puis les États-Unis. Non, l'essentiel, c'est parmi les pays développés, et en particulier au cœur, les rapports entre l'Europe et les États-Unis. C'est là que l'essentiel des flux de capitaux se sont multipliés, et c'est un des éléments d'ailleurs de nature à expliquer le déclenchement de la crise en 2008 et surtout en 2009. Vous avez là un graphique, peut-être est-il moins lisible, qui vous donne, dans le cas des États-Unis, l'ampleur de ces mouvements de capitaux. Vous avez en particulier le graphique qui est en haut à gauche, donc dans le cadran du nord-ouest de ce graphe. Vous avez l'ampleur des mouvements de capitaux. Entre 2002, là, nous avons bien sûr ici les afflux de capitaux. En dessous, on a les sorties de capitaux. Vous voyez l'importance de l'attractivité de l'économie américaine sur le plan financier dans la période qui précède le déclenchement de la crise. Et évidemment, l'inversion qui est apparue au moment de la crise, et puis le redémarrage
qui s'est d'ailleurs conforté depuis, puisque là, ici, mon graphique s'arrête en 2010. Il est également, ce faisant, important de regarder ce que sont, du point de vue des afflux de capitaux, ici sur mon cadran dans le sud-ouest, du point de vue de leur origine géographique. Et ça vient conforter ce que je viens d'évoquer. Figure du point de vue des afflux de capitaux vers les États-Unis, par exemple avec cette couleur là un petit peu orangée, l'Europe, couleur un petit peu grisée, moitié orangée, en fait le Royaume-Uni, c'est-à-dire la place de Londres, et on observe que l'essentiel, en fait, est venu d'Europe, ce que j'indiquais tout à l'heure, autant dans la zone euro que la Grande-Bretagne. Donc les États-Unis sont au cœur de ce dispositif, ça je vais sauter. Et donc le premier constat donc, que je voudrais dresser au terme de cette caractérisation un petit peu multiforme de la globalisation financière, c'est que donc nous avons un changement d'échelle, nous avons un changement de nature du point de vue de la dynamique de l'économie mondiale qui paraît de plus en plus finalement adossée à des comportements financiers plutôt qu'à des comportements réels, et donc une finance de plus en plus déréglementée et très largement internationalisée. Alors, dans ce cadre, il est maintenant important, deuxième étape de mon raisonnement, de voir ce qu'on attendait de ce processus de globalisation. Parce que ce processus n'est pas endogène. Il n'a pas été simplement sécrété par les marchés, il a été validé par les États. Il a été recommandé par un certain nombre d'organismes internationaux. C'est le fameux consensus de Washington, ayant en quelque sorte justifié nombre de décisions de déréglementation, nombre de décisions donc d'ouverture des marchés sur le plan global. Donc il y avait des attendus qui étaient très largement positifs de cette vague de déréglementation et de globalisation financière, dans ce que j'appelle les textbooks, les manuels, ce que l'on enseigne dans les universités, mais également du point de vue donc, de ce qui était sous-jacent à des décisions politiques ayant en quelque sorte préalablement justifié la globalisation financière. Alors le premier type de bénéfice qui en était attendu, c'était de rendre possible une meilleure allocation de l'épargne à l'échelle mondiale. L'idée étant que le constat qui pouvait être dressé était qu'il y avait des pays qui étaient caractérisés par d'énormes excédents finalement en capital, en épargne, avec peut-être des stocks en termes d'offres de travail, en termes de population qui l'étaient moins, et donc les économistes parlent d'une intensité capitalistique qui était relativement élevée, ou un rapport cassurel qui était relativement élevé, et à l'inverse des pays, plutôt au sud, qui étaient dans une situation symétrique, avec une capacité à mobiliser de la main-d'œuvre parce que les populations étaient massives, parce que également la croissance démographique était très élevée, et à l'inverse, avec peut-être des pénuries en termes d'épargne, en termes de capital. Et donc on voyait bien la logique. La logique était de dire, en globalisant à l'échelle mondiale l'utilisation de l'épargne, on va pouvoir réallouer de façon plus efficace, plus allocative, vers les pays qui finalement avaient une pénurie d'épargne, cette épargne qui était abondante parmi les pays développés, d'autant que c'était de nature à rendre possible dans les pays émergents, dans les pays du Sud, une diminution du coût du capital, une baisse des taux d'intérêt, alimentée par ces flux de capitaux de long terme, de nature à financer le développement économique. Sur le plan microéconomique, on attendait également de la globalisation une plus grande efficience des marchés, en particulier parce que un gestionnaire de portefeuille souhaite toujours diversifier ses risques et donc est toujours en recherche d'actifs qui soient décorrélés, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux mêmes évolutions en même temps, puisqu'évidemment, quand tout bouge en même temps, eh bien, on ne peut pas avoir diversifié son risque. Le fait d'être sur des actifs qui sont caractérisés par une décorrélation ou des corrélations inverses, eh bien, est de nature à permettre de mieux répandre à l'échelle globale ces risques, de mieux les allouer, de mieux les répartir. Donc ça, c'était également un élément qui était attendu. Enfin, sur le plan macroéconomique, eh bien, il y avait un avantage qui était perçu comme devant résulter de la globalisation financière, consistant à dire que, avant la globalisation, la contrainte de balance des paiements a toujours pesé
sur le devenir des économies, soit en termes de croissance longue, soit en termes de pilotage macroéconomique. On a tous connu les politiques dites de stop and go, autrement dit des pays qui, face à un déficit de leur balance des paiements, sont tenus de mettre en place des politiques d'ajustement, des politiques de rigueur, on peut les appeler comme on veut, mais en tout cas des politiques de ralentissement de l'activité économique, qui bien souvent d'ailleurs étaient imposées soit par les marchés, soit également par le Fonds monétaire international, lorsqu'un pays se tournait vers cet organisme afin de pouvoir bénéficier d'un financement d'urgence, mais qui était conditionnel à la mise en œuvre de politiques d'ajustement, souvent drastiques, porteuses de coûts sociaux élevés. Or, le fait qu'il y ait des masses d'épargne qui puissent désormais circuler à l'échelle globale est une façon d'alléger la contrainte. Puisque plutôt que de mettre en œuvre une politique drastique d'ajustement, faute de réserves de change, plutôt que de passer par les fourches codines du Fonds monétaire international, eh bien les marchés étaient là. On pouvait faire appel à cette épargne qui pouvait circuler désormais à l'échelle globale. Et donc ce financement privé des déséquilibres de balance des paiements eh bien, était de nature à donner plus de marge de liberté en matière de politique économique, et autant d'ailleurs parmi les pays développés que parmi les pays émergents. Et donc il y avait également un avantage qui pouvait être obtenu sur le plan du pilotage macroéconomique des pays grâce à cette épargne de nature à pouvoir en quelque sorte lisser les tendances et éviter les ajustements brutaux imposés par la contrainte de balance des paiements. Alors, finalement, ces avantages, ces bénéfices attendus, sur le plan de la cohérence de l'argument, étaient tout à fait convaincants. Simplement, ces avantages étaient assujettis au respect d'un certain nombre d'hypothèses. Parmi les hypothèses, il y avait quand même cette idée selon laquelle les opérateurs financiers voient à long terme, s'appuient sur les facteurs fondamentaux et ne sont pas en quelque sorte sujets aux rumeurs ou à des basculements d'opinion. Il y avait aussi cette idée selon laquelle les marchés étaient capables d'ajuster de façon douce les déséquilibres avec des variations de prix de nature à progressivement obliger un pays qui certes a bénéficié dans un premier temps d'un financement grâce à de l'épargne étrangère, mais qui met en place un processus d'ajustement sans panique, sans bulle. Ces hypothèses étaient des hypothèses qui malheureusement, dans de nombreux cas, se sont révélées tout à fait aventureuses ou excessives. Et c'est un peu dans ces hypothèses sans doute irraisonnées qu'on trouve l'origine d'un certain nombre de déceptions quant à la façon dont la globalisation financière a fonctionné. Et du coup, j'en viens à mon troisième point, en l'occurrence les nombreux paradoxes. Alors, parmi le premier paradoxe qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire une observation contraire à ce que nous attendions, j'ai indiqué que c'était la façon de rendre compte pour les économistes de leurs erreurs, donc il y a d'abord ce que j'appellerais une carte des mouvements de capitaux atypiques. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous attendions des transferts nord-sud. En réalité, l'essentiel des transferts aujourd'hui s'opère dans le sens sud-nord. Et cela en particulier à cause de la position tout à fait particulière de l'économie américaine. Car je vais ici vous donner un premier graphique. Vous avez ici sur ce graphique la décomposition par grands groupes de pays des exportations de capitaux et des importations de capitaux. Donc les exportations de capitaux, on attendait que ce soit les pays avec beaucoup d'épargne, plutôt développés, qui les réallouent vers les pays du Sud. Vous observez ici que le plus gros exportateur de capital, ici c'est 2008, c'est la Chine. Alors on a certes deux pays qui, eux, respectent la logique qui avait été anticipée, ce sont des pays développés, c'est l'Allemagne et le Japon, mais nous avons aussi l'Arabie Saoudite, la Russie, nous avons le Koweït, la Norvège est là, mais c'est évidemment par rapport à la capacité d'exporter le gaz de mer du Nord. Et donc il y a quand même une forte dominante du côté des pays qui exportent du capital avec des pays du Sud et non pas des pays du Nord. Et symétriquement,
Quels sont les pays qui, en quelque sorte, captent l'épargne mondiale? Eh bien, vous le voyez en bas, en premier lieu, les États-Unis. Nous avons pratiquement, en 2008, 43% de l'épargne mondiale, et ça avait un petit peu baissé. Autrement dit, ça a un peu baissé parce que 2 ou 3 années avant, on était au-delà de 50% de l'épargne mondiale qui, en fait, transitait par les marchés pour se diriger, en fait, vers l'économie américaine. On observe également qu'il y a pas mal de pays développés, l'Espagne, l'Italie, la France, la Grèce, l'Autriche, le Royaume-Uni, qui ont capté cette épargne venant du reste du monde, ici pour l'année 2008. 2012, la logique est un peu comparable, même s'il y a quand même, notamment dans le cas de l'Allemagne, une position d'ampleur dans les exportations de capitaux, mais on retrouve à nouveau le cas de la Chine, on retrouve l'Arabie saoudite, on retrouve tous les pays de l'OPEP ou les pays exportateurs de produits pétroliers, et puis à nouveau, eh bien, on a quand même ce poids considérable des États-Unis dans la captation de l'épargne mondiale. Et donc, il y a un premier paradoxe, c'est que la carte des mouvements de capitaux et des transferts d'épargne est grosso modo l'inverse de celle à laquelle on s'attendait. Ça, c'est le premier volet du point de vue des paradoxes. Alors, le second paradoxe concerne la relation entre les entrées de capitaux et puis la croissance des pays émergents. C'était quand même un élément fondamental, ayant justifié, du côté des pays émergents, l'ouverture aux entrées de capitaux, et du côté des pays développés, la possibilité donnée désormais, en supprimant tous les contrôles d'échange, de pouvoir réallouer l'épargne à l'échelle globale. Il n'a jamais été possible de démontrer que les pays qui ont attiré le plus de capitaux ont eu une croissance plus élevée que ceux qui en avaient attiré moins. On a en particulier 2 pays dont la croissance a été tout à fait remarquée dans les années 90-2000, c'est la Chine et l'Inde, qui ont absorbé très très peu d'épargne venant du reste du monde, qui ont maîtrisé ces entrées de capitaux. Et on a plusieurs études qui ont été menées, en particulier au sein du Fonds monétaire international, au terme de nombreux efforts, en modifiant les techniques d'estimation, permettant de voir si, effectivement, en ajoutant la variable entrée de capitaux, on pouvait discriminer les pays du point de vue de leur taux de croissance. Eh bien non, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de relation entre la hiérarchie des taux de croissance et la hiérarchie du poids des entrées d'épargne étrangère dans les pays. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est tout à fait paradoxal du point de vue de ce qu'on pouvait attendre. Et même lorsqu'on utilise non pas la totalité des mouvements de capitaux, mais seulement les investissements directs à l'étranger. Et donc les investissements réels plutôt que bancaires, on a beaucoup de peine à exhiber une relation qui soit stable et qui permette de démontrer que la globalisation financière a été un facteur de décollage, un facteur de croissance. Il y a d'autres paramètres qui ont un rôle beaucoup plus important que la globalisation financière. Troisième volet, la question des politiques macroéconomiques. Je vous rappelle l'argument de départ. Grâce à la globalisation financière, les contraintes de balance des paiements sont allégées. Oui, elles ont été allégées, mais de façon très provisoire et en sécrétant des risques d'inversion extrêmement élevés, se traduisant par des accidents. Autrement dit, nombre de pays, que ce soit en Europe, que ce soit parmi les pays émergents, ont pu, en quelque sorte, éviter des ajustements drastiques sur le plan macroéconomique, porteurs évidemment de montée du chômage à cause de l'effondrement de la croissance lorsque ces politiques sont menées, mais arrive un moment où il y a une sorte d'ajustement qui s'opère, mais alors un ajustement qui est beaucoup plus violent, car il s'exprime par le jeu d'une crise. Parce que ces mouvements de capitaux, dès lors qu'ils sont principalement bancaires, sont réversibles. Et c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, en 1994 au Mexique, au mois de décembre. C'est surtout ce qu'on a pu observer en Asie à partir de 1997, d'abord en Thaïlande au mois de juillet, et puis après l'ensemble des pays asiatiques, puis basculement sur l'Amérique latine. Ces mouvements de capitaux qui avaient permis de repousser les exigences d'ajustement, en réalité, eh bien, à un moment, sont repartis. Et vous savez que c'est aujourd'hui le cas. C'est exactement la situation que l'on observe en ce moment au Brésil, en Inde, où les énormes afflux de capitaux qui ont été rendus possibles
par la politique monétaire dite non conventionnelle de la Fed, donc aux États-Unis, eh bien, ont changé en quelque sorte de direction, notamment après des déclarations un peu aventureuses de Ben Bernanke, le patron de la Banque centrale américaine, vers le mois d'avril-mai de l'année dernière, et ces capitaux sont repartis. Mais évidemment, en repartant, ils ont conduit à un effondrement des taux de change, ils ont conduit donc à des exigences d'ajustement. Tout ça pour dire qu'on s'est quand même rendu compte que les politiques macroéconomiques, certes, gagnent pendant un certain temps de la liberté, mais à condition que les États en profitent pour réaliser de vrais ajustements pendant ce temps-là. Et si les ajustements n'ont pas été réalisés, alors la sanction, elle devient beaucoup plus violente et elle est porteuse de crise. Et c'est bien le dernier volet. Finalement, l'approfondissement de la globalisation financière, eh bien, elle est directement corrélée à la recrudescence des crises. Crises financières qui, autant parmi les pays émergents que parmi les pays développés, il faut bien le souligner, sont dans la quasi-totalité des cas des crises jumelles, crises bancaires et crises de balance des paiements. Et dont les banques restent au cœur de ce que sont les mécanismes à la fois d'évitement des contraintes de balance des paiements, mais à un moment de sanction dès lors qu'il y a un renversement, car ces renversements les mettent elles-mêmes en difficulté. Et donc, il y a à l'évidence un constat empirique qui s'impose, qui est qu'il y a, d'une certaine manière, donc, une corrélation marquée entre la globalisation et la recrudescence des crises bancaires, des crises financières. Et j'ai envie de dire, pendant longtemps, en gros jusqu'en 2008, on a considéré que ces crises de la globalisation financière étaient le domaine réservé des pays émergents. Et donc on a présenté ces crises à répétition. J'ai évoqué la crise mexicaine, la crise asiatique, mais on peut continuer. Au début des années 2000, la Turquie, on peut citer également le cas de l'Argentine. Certains pays d'Europe centrale également ont été touchés, mais un petit peu avant, donc pendant les années, la seconde moitié des années 90. Donc ça a été présenté en quelque sorte comme peut-être la maladie infantile, non pas du capitalisme, mais de la globalisation financière. C'est-à-dire une sorte de défaut de capacité à maîtriser du côté des pays émergents, dont les systèmes financiers étaient peut-être moins bien développés ou moins bien supervisés que dans les pays développés, ce processus. En réalité, la crise qui démarre aux États-Unis montre que tel n'était pas le cas, et que c'était un phénomène beaucoup plus transversal, beaucoup plus générique, qui concernait l'ensemble des systèmes économiques au plan mondial, et en premier lieu, le système financier qui était présenté jusqu'alors comme le plus solide, le plus sophistiqué, le plus efficace, le système bancaire américain. Car c'est au sein même du système bancaire américain que cette crise va se déclencher. Et de par la globalisation financière, du coup, elle va s'étendre. Les économistes parlent de contamination, de contagion. Et donc, c'est bien la démonstration qu'on est là en présence d'un problème qui est beaucoup plus fondamental. Ce n'est pas une sorte de maladie infantile ou d'apprentissage inachevé de la gestion de la globalisation. C'est un phénomène qui est beaucoup plus profond, qui revient en fait à dire que la finance globalisée est instable par nature, dès lors qu'elle n'est pas supervisée, qu'elle n'est pas contrôlée, qu'elle n'est pas surveillée. Et c'est bien ce qui a été observé avec le déclenchement de la crise qui démarre aux États-Unis. Alors je voudrais un petit peu illustrer ce que je viens d'indiquer ici. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors vous avez ici, pour rendre compte de la facilité finalement avec laquelle les marchés financiers ont rendu possible le pilotage macroéconomique, ce qu'on appelle les soldes globaux de balance des paiements, c'est-à-dire le maintien pendant pratiquement une vingtaine d'années d'énormes excédents de balance des paiements courants, c'est-à-dire la balance commerciale pour l'essentiel, qui jusqu'alors n'était pas possible. C'est-à-dire que les pays ne pouvaient pas durablement se permettre d'avoir ce type de déficit. Or, vous constatez qu'à partir ici des années 95, et surtout dans la décennie 2000, ces excédents pour les uns et ces déficits pour les autres explosent, avec évidemment au cœur de ces déficits la balance américaine, puisque la balance courante américaine, elle est représentée ici. Ce sont des déficits qui vont représenter de l'ordre de 2 points de PIB mondial.
Et dans le cas américain, on va atteindre de l'ordre de 8% de déséquilibre de la balance courante rapporté au PIB américain. Et bien sûr, à l'échelle globale, cela se compense. S'il y a des déficits, notamment aux États-Unis, c'est qu'il y a des excédents ailleurs. Et ces excédents étaient principalement localisés parmi les pays exportateurs de pétrole, qui figurent ici en bleu pétrole, je ne l'ai pas fait exprès, également parmi la Chine, ou bien parmi des pays comme l'Allemagne, comme le Japon, alors que les États-Unis, on voit ici en bleu grisé, bleu pétrole, se trouvent ici. La crise va donner un coup d'arrêt à cette masse de déséquilibres globaux qui, je le répète, ne peuvent exister que dès lors qu'ils sont compensés par de la circulation de l'épargne dans l'autre sens, les pays excédentaires réallouant leur épargne vers les pays déficitaires, et dont les pays déficitaires bénéficiant de ces afflux de capitaux, mais c'est reparti. Pas aussi haut que nous le connaissions avant la crise de 2008, mais on a quand même une ampleur qui est bien plus importante que celle que nous connaissions au début des années 90, et donc peut-être que les difficultés ne sont pas toutes derrière nous, du point de vue du réglage de la liquidité mondiale, et donc de la globalisation financière. Ce graphique met en avant, il présente ici ce que sont les créances des banques européennes, c'est-à-dire l'affectation qui a été faite pendant cette période des années 2000 qui précède la grande crise, des avoirs dont disposaient les banques. Et ici uniquement dans le cas de des banques de la zone euro. Vous voyez qu'au début de la décennie, on avait de l'ordre de 2000 milliards de dollars de placements sous la forme de crédit ou d'acquisition de titres des banques européennes, uniquement de la zone euro ici, vers le reste du monde. Juste avant la crise, on est aux alentours de 10 000 milliards de dollars. Donc, multiplication par 5 de la masse de créances détenues par les banques de la zone euro vers l'ensemble du reste du monde, et une part importante est partie notamment vers les États-Unis ou encore vers les autres pays d'Europe, parce qu'il y a des imbrications internes à la zone euro. Fort curieusement, ça a été moins net dans le cas des banques américaines. Les banques américaines, en fait, on le voit ici, qui étaient aux alentours de peut-être de 100 à 200 milliards de dollars, ont atteint un chiffre ici de l'ordre de 2000, mais on partait de beaucoup plus bas. Et donc en masse, l'intermédiation bancaire qui a été initiée par les banques américaines a été beaucoup moins forte que celle qui a été initiée par les banques de la zone euro. Et si on ajoutait aux banques de la zone euro la City, et dont le rôle de Londres, ça serait encore plus important. Alors, on voit cette montée en charge du secteur bancaire sur ce petit graphique que vous avez en particulier en rouge. Ici, vous avez le rapport entre les actifs bancaires, et ici c'est pour les 14 pays avancés les plus importants, les plus développés, et puis le PIB, pour donner un petit peu une image du poids relatif des avoirs dont disposent les banques, et puis de l'activité réelle, la création de richesses liée au travail, au capital, et donc à la création s'incarnant dans un PIB, un taux de croissance en variation. Et vous constatez que nous avons, à partir des années 90, certes ça avait été amorcé jusqu'alors, mais que l'on prenne donc ce ratio actif bancaire sur PIB, que l'on prenne ce qu'on appelle la masse monétaire au sens large par rapport au PIB, ou bien les crédits bancaires accordés par les banques sur le PIB, on a, à partir des années 90 ici, un changement de vitesse avec laquelle les progressions sont observées. Et du coup, évidemment, les crises bancaires vont se multiplier. Vous avez sur ce graphique une sorte de vision de long terme de ce qu'est la fréquence d'apparition de crises bancaires qui donnent naissance soit à des rééchelonnements, soit à des sauvetages, soit à des faillites, à des disparitions de banques. Vous constatez que dans les années 1850, encore dans l'entre-deux-guerres, il y avait une vraie périodicité élevée des crises bancaires. Tout cela s'arrête dans la fameuse période qu'on appelle quelquefois les 30 glorieuses, entre 1950 et grosso modo 1980. Vous observez qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de crise bancaire. Et puis, la déréglementation, la globalisation, finalement, sont impulsées, et vous observez alors que, autant en rouge, parmi les pays à revenus moyens ou faibles, grosso modo les émergents, que parmi les pays développés, il y a une multiplication des crises bancaires, et on voit bien du coup cette corrélation, ce lien entre globalisation, instabilité financière
et en particulier récurrence des crises bancaires. Alors je vais donc conclure en disant finalement on ne peut pas décréter ainsi que tout est de la faute de la globalisation financière, jeter le bébé avec l'eau du lot, avec l'eau du bain, pardon. Donc on doit avoir, à mon avis, une appréciation mesurée. Mais ce qui est sûr, c'est que la montée en taille de la finance comparée à la dimension réelle, l'internationalisation de l'ensemble des vecteurs ont été telles que sans doute un point maximum a été dépassé. Et ce point maximum a été dépassé dans la mesure où, dans le même temps, la supervision, le contrôle, la réglementation à la fois des intermédiaires et des marchés ont profondément reculé. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, aujourd'hui, en tout cas depuis la crise, il y a une sorte de changement de logiciel parmi les États, y compris d'ailleurs parmi les États anglo-saxons, aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, quant à une re-régulation, une re-réglementation de la globalisation financière, avec, même au sein du Fonds monétaire international, des recommandations quant à la mise en place d'obstacles à la libre circulation des capitaux, en particulier sur les entrées de capitaux. Ça fait partie désormais des recommandations que l'on peut lire du côté des productions intellectuelles ou des recommandations du Fonds monétaire international. Et cela s'est incarné en particulier dans la définition d'un nouveau standard en matière de supervision et de contrôle des activités bancaires qu'on appelle Bâle III. Puisque vous savez que dans le cadre de la gestion de crise et au sein du G20, se sont multipliées les réunions à partir donc de fin 2008, notamment lors du sommet de Londres début 2009 et surtout lors du sommet qui s'est tenu à Séoul à la fin de l'année 2010, au mois de novembre, où là a été véritablement édifié le nouveau standard mondial en matière de contrôle des banques qui, sur le papier, du point de vue donc des engagements qui ont été pris par les participants au G20, durcit considérablement le contrôle des banques, en particulier par l'augmentation des exigences en capitaux propres, l'introduction de nouveaux types de ratios prudentiels, ratios de liquidité, ratios indépendamment du risque, donc un ratio de levier, enfin il y a nombre d'éléments qui ont été adoptés. Le problème, c'est que vous ne l'ignorez pas, le G20 n'est pas une instance de décision. C'est un forum au cours duquel des engagements sont pris quant à une homogénéisation de la re-régulation de la finance mondiale, et il appartient ensuite aux États de mettre en œuvre, à l'échelle européenne, c'est au sein de la Commission que sont préparées en fait des directives de nature à traduire les engagements du G20. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui donc en 2014. Certes, le calendrier qui avait été programmé du point de vue de la mise en œuvre de Bâle III allait jusqu'en 2019, mais beaucoup de retard a déjà été pris. Pourquoi ? Simplement parce qu'on est réellement dans un enjeu de type économie politique. Ce qu'il y a derrière la question de la re-réglementation, c'est une répartition nouvelle de la profitabilité. Et si les banques ont en quelque sorte un petit peu accepté l'idée d'être beaucoup plus contraintes, lorsqu'on était en pleine crise, désormais, les lobbies bancaires font leur travail, c'est-à-dire mettent en avant ce que sont les risques de cette re-régulation. Il faut bien voir qu'on est dans une difficulté qui est tout à fait redoutable, parce qu'il s'agit de durcir les règles qui accompagnent le comportement des acteurs sur les marchés, alors qu'on est toujours en pleine crise. Si la croissance était repartie, les États auraient été beaucoup plus forts, si tant est que politiquement, leur détermination n'ait pas été en quelque sorte hésitante. Mais ils auraient été beaucoup plus forts pour imposer aux banques le fait de désormais accepter, en termes de supervision, en termes de respect de nouveaux ratios, ce qui avait été décidé à Séoul dans le cadre de Bâle III. Mais la crise est loin d'être terminée. Il y a une sorte aujourd'hui d'étranglement du crédit qui caractérise encore nombre de pays développés, et les banques ont beau jeu de dire, mais vous vous rendez compte, déjà vous nous reprochez de ne pas accorder suffisamment de crédit, et vous voulez durcir la réglementation prudentielle, vous allez donc accentuer la crise. D'où les hésitations que l'on observe
aux États-Unis, en Europe, quant à la mise en application de ces engagements de re-régulation de la finance. Et donc le mot de la fin sera de dire, peut-être que ce faisant, on est en train de préparer à nouveau les futures crises dans le domaine financier, dès lors que les causes profondes n'ont pas encore été accompagnées de modalités de régulation que les États ont mis en place. Merci.